Imaginez un homme né en Afrique, arraché à sa terre, réduit en esclavage, puis devenir l'un des plus grands écrivains de Rome antique. Son nom ? Terence. Son histoire ? Une révolution littéraire qui a défié l'empire le plus puissant du monde. Aujourd'hui, je vous raconte comment un Africain sans nom a conquis Rome par son génie, changeant à jamais la littérature occidentale. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à Lumière Noire et activez la cloche. L'Afrique a toujours brillé. 170 avant Jésus-Christ. Carthage n'est plus l'empire qu'elle était autrefois. Rome l'a vaincue, humiliée, écrasée sous le poids des réparations de guerre. Mais ne vous y trompez pas, Carthage respire encore. Ses ports grouillent de navires, ses marchés débordent de richesses venues d'Afrique, d'Asie, d'Europe. L'or circule, les épices parfument l'air, les tissus précieux changent de main. Carthage n'est pas morte, elle est blessée, mais vivante, prospère, mais fragile, puissante, mais soumise. Et c'est dans cette ville de contraste, dans cette cité où la richesse côtoie la misère, qu'un enfant africain vit ses derniers jours de liberté. Son nom ? L'histoire ne l'a jamais enregistré. Sa famille ? Effacée des archives. Son village ? Oublié par le temps. Ce que nous savons, c'est qu'il était jeune, africain, et que son destin allait basculer d'un jour à l'autre. Les chaînes de l'esclavage. Rome ne conquérait pas seulement des territoires, elle conquérait des vies. Après chaque victoire militaire, des milliers d'Africains, de Grecs, de Carthaginois étaient capturés, arrachés à leurs familles et vendus comme du bétail sur les marchés d'esclaves. Notre jeune Africain a connu ce sort. Peut-être a-t-il été capturé lors d'un raid, peut-être sa famille était-elle endettée, peut-être était-il simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui est certain, c'est qu'un jour il s'est retrouvé enchaîné, transporté vers Rome, vendu. Imaginez ce moment. Vous êtes arraché à votre terre, vous ne parlez pas la langue de vos ravisseurs, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si vous reverrez un jour votre famille. Tout ce que vous êtes, votre nom, votre culture, votre identité, est effacé. On vous donne un nouveau nom, un nom romain. Terentius Publius Afer. Afer, qui signifie l'Africain. Même son nom était une étiquette, un rappel constant qu'il n'était pas d'ici, qu'il venait d'ailleurs. Mais voici ce que Rome n'avait pas prévu. On peut voler le nom d'un homme, on peut voler sa liberté, on peut même voler sa terre, mais on ne peut pas voler son esprit. L'homme qui a vu le génie. Dans la Rome antique, tous les esclaves n'étaient pas égaux. Certains travaillaient dans les mines, une mort lente et horrible, d'autres dans les champs, des journées interminables sous le soleil brûlant. D'autres encore dans les arènes, où ils combattaient pour divertir les foules. Mais Terence, il a eu ce que peu d'esclaves ont eu, de la chance. Il a été acheté par un sénateur romain nommé Terentius Lucanus, un homme cultivé, éduqué, amoureux de la littérature grecque et de la philosophie. Et ce sénateur a remarqué quelque chose. Ce jeune Africain n'était pas comme les autres. Il apprenait vite, trop vite. Il posait des questions intelligentes. Il observait, il écoutait, il absorbait tout comme une éponge. Quand on lui racontait une histoire, il la comprenait non seulement dans ses mots, mais dans sa structure, dans ses thèmes, dans ses nuances. Le sénateur a fait ce que peu de maîtres romains auraient fait. Il a investi dans l'éducation de Terence. L'éducation d'un génie. Dans la Rome antique, l'éducation était un luxe réservé à l'élite. Mais Terence a eu accès aux meilleurs professeurs, aux meilleures bibliothèques, aux meilleures œuvres littéraires de l'époque. Il a étudié le grec, la langue de la culture et de la sophistication. Il a étudié le latin, la langue du pouvoir et de la loi. Il a lu Aristophane, Ménandre, Plaute, les maîtres de la comédie grecque et romaine. Mais il n'a pas juste lu, il a analysé, décortiqué, compris. Et ce qu'il a découvert l'a fasciné. Les comédies grecques suivaient toutes les mêmes règles, les mêmes structures, les mêmes formules. Un prologue qui explique tout, des personnages prévisibles, des blagues faciles, une fin heureuse et attendue. Terence a pensé, et si on brisait ces règles ? Mais avant de pouvoir changer le monde littéraire, il devait d'abord devenir libre. La liberté, mais à quel prix ? L'affranchissement dans la Rome antique était rare. Les maîtres ne libéraient leurs esclaves que dans des circonstances exceptionnelles,
loyauté exceptionnelle, service exceptionnel ou encore talent exceptionnel. Terence appartenait à cette catégorie. Le sénateur Terentius Lucanus a vu en lui quelque chose de plus qu'un esclave. Il a vu un artiste, un penseur, un écrivain. Et un jour, il l'a affranchi. Terence était libre. Mais libre pour faire quoi? La plupart des esclaves affranchis disparaissaient dans l'anonymat. Ils devenaient artisans, commerçants ou travailleurs manuels. Ils survivaient, mais restaient invisibles. Terence, lui, a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a décidé de conquérir la scène romaine. Entrer dans le cercle des élites. Imaginez l'audace. Un ancien esclave africain, sans famille noble, sans fortune, sans connexion politique. Et pourtant, il entre dans le monde littéraire romain, un monde dominé par des aristocrates, des patriciens, des hommes nés dans le privilège. Comment a-t-il fait? Le talent. Le talent pur, brut, indéniable. Terence a commencé à écrire ses propres pièces, et pas n'importe quelle pièce, des comédies qui bousculaient les conventions, des histoires qui ne racontaient pas seulement des blagues, mais qui exploraient la nature humaine. Des dialogues si brillants, si naturels, si élégants, que même les Romains les plus snobs ne pouvaient pas les ignorer. Et Rome a remarqué. Les producteurs de théâtre l'ont remarqué. Les critiques l'ont remarqué. Le public l'a remarqué. Terence n'était plus un esclave. Il n'était plus un anonyme. Il était en train de devenir une légende. Mais avec le succès vient la jalousie. Avec la reconnaissance vient la haine. Et Terence allait bientôt découvrir que briller dans Rome antique avait un prix. Les premiers ennemis. Dans le monde littéraire romain, il y avait des règles non écrites. Règle numéro 1, respecte les maîtres grecs, ne touche pas à leurs œuvres. Règle numéro 2, reste à ta place, surtout si tu es un ancien esclave. Règle numéro 3, ne les éclipse jamais. Terence a brisé les trois. Ses premières pièces ont choqué les traditionalistes. Comment ose-t-il modifier les œuvres grecques? Comment ose-t-il mélanger plusieurs histoires en une seule? Comment ose-t-il, lui, un Africain, nous dire comment écrire? Les attaques ont commencé. Un dramaturge rival, Lucius Lanovinus, l'a accusé publiquement de contamination, un terme technique signifiant qu'il mélangeait des éléments de différentes pièces grecques. D'autres ont lancé des rumeurs encore plus vicieuses. Il ne peut pas avoir écrit ça tout seul. C'est impossible qu'un ancien esclave soit si talentueux. Quelqu'un d'autre écrit pour lui. Ces rumeurs suggéraient que des nobles romains, peut-être Scipion l'Africain ou Laelius, écrivaient réellement ces pièces, et que Terence n'était qu'un prête-nom. Imaginez l'insulte. Même dans le succès, on lui refusait la reconnaissance. Même dans la gloire, on lui niait son génie. Mais Terence n'a pas abandonné. Il n'a pas plié. Il a continué à écrire, à innover, à défier. Parce qu'il savait quelque chose que ses détracteurs ne comprenaient pas. Le vrai talent ne peut pas être effacé. Le vrai génie ne peut pas être volé. Et Rome, malgré ses préjugés, malgré sa résistance, allait devoir reconnaître l'évidence. Un Africain, un ancien esclave, était en train de révolutionner leur littérature. Un symbole pour l'Afrique. L'histoire de Terence n'est pas juste l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de tous ceux qu'on a sous-estimés, de tous ceux qu'on a réduits au silence, de tous ceux qu'on a dit impossible. Terence nous montre que l'excellence africaine n'a pas commencé au XXe siècle. Elle n'a pas commencé avec l'indépendance, elle a toujours été là. Même dans les chaînes, l'esprit africain brillait. Même dans l'oppression, le génie africain créait. Même quand Rome pensait avoir conquis l'Afrique, c'est l'Afrique qui conquérait Rome par les mots, par l'art, par l'intelligence. Mais l'histoire de Terence ne fait que commencer. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment il a écrit 6 pièces qui ont changé la littérature occidentale pour toujours. Comment il a créé un nouveau genre, la comédie de mœurs. Comment ces mots ont survécu à la chute de Rome, traversé le Moyen-Âge, inspiré la Renaissance et influencé même les écrivains américains modernes. 6 pièces, 6 ans, une immortalité littéraire. Si cette histoire vous inspire, si elle vous montre que l'Afrique a toujours brillé, même dans les moments les plus sombres, abonnez-vous à Lumière Noire. Activez la cloche pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour que plus de gens découvrent que le génie africain a façonné le monde bien avant qu'on nous le raconte.
l'Afrique n'a jamais cessé de briller. On a juste oublié de regarder. À très bientôt pour le chapitre 2. 166 avant Jésus-Christ. Rome est au sommet de sa puissance. Ses légions conquièrent le monde connu. Ses généraux écrasent tous les ennemis. Son empire s'étend de l'Espagne à la Grèce. Mais sur une scène de théâtre à Rome, une autre révolution est en train de se produire. Une révolution silencieuse, sans armée, sans violence, sans sang. Une révolution faite de mots. Et celui qui l'amène, un Africain, un ancien esclave, un homme que Rome avait tenté d'effacer. Son nom, Terence. Son arme, le théâtre. Sa mission, réinventer la comédie elle-même. Entre 166 et 160 avant Jésus-Christ, en seulement 6 ans, Terence a écrit 6 pièces qui ont révolutionné le théâtre romain. 1. L'Andrienne, Andria, 166 avant Jésus-Christ. 2. Essir, 165 avant Jésus-Christ. 3. L'homme qui se punit lui-même, Autantanum Orumenos, 163 avant Jésus-Christ. 4. L'eunuque, Eunucus, 161 avant Jésus-Christ. 5. Phormion, 161. 6. Les Adelphes, Adelphoé, 160. 6 pièces, 6 chefs-d'œuvre, 6 révolutions. Chacune repoussait les limites de ce qu'une comédie pouvait être. Chacune explorait la condition humaine plus profondément. Chacune prouvait qu'un Africain pouvait surpasser les meilleurs écrivains romains. Musique change, devient plus réflexive. L'échec qui enseigne l'humilité. Mais Terence n'a pas connu que des succès. Essir, sa deuxième pièce, a échoué. Pas une fois, mais 2 fois. Pourquoi ? La première fois, les spectateurs sont partis en plein milieu de la représentation. Ils ont entendu qu'il y avait des combats de gladiateurs ailleurs, des funambules, des boxeurs. Ils ont choisi le spectacle sanglant plutôt que l'art raffiné. Pause émotionnelle. Imaginez ce moment. Vous avez versé votre âme dans une œuvre. Vous avez créé quelque chose de profond, de magnifique, de significatif. Et les gens partent pour regarder des hommes s'entretuer. Terence a dû être dévasté. Mais il n'a pas abandonné. Il a insisté pour que la pièce soit rejouée une 2e fois. Et encore une fois, le public est parti. Encore pour des acrobates. 2 échecs, 2 humiliations publiques. Pause. Mais voici la leçon. Même le génie doit parfois attendre que le monde soit prêt. Essir n'a pas échoué parce qu'elle était mauvaise, elle a échoué parce qu'elle était avant sur son temps. Elle explorait des thèmes complexes, le mariage, les malentendus, la réconciliation, le pardon. Pas de méchants clairs, pas de grandes révélations dramatiques, juste de la vie, subtile, nuancée, humaine. Le public romain de 165 avant Jésus-Christ n'était pas prêt, mais l'histoire l'a été. Aujourd'hui, Essir est reconnu comme l'une des pièces les plus sophistiquées de Terence. Musique redevient puissante. Le triomphe, l'eunuque. Puis est venu l'eunuque, et cette fois, Terence a tout défoncé. Cette pièce a été un succès massif, le plus grand succès de sa carrière. Elle a été jouée 2 fois en une seule journée, un honneur rarissime. Elle lui a rapporté 8000 sesterces, une somme astronomique pour l'époque, plus qu'aucune autre pièce romaine jamais payée. Terence, l'ancien esclave sans nom, est devenu riche. Pause pour l'impact. Mais ce n'était pas juste l'argent, c'était la reconnaissance, c'était la preuve que son talent était indéniable. C'était la victoire sur tous ceux qui avaient dit « un Africain ne peut pas écrire comme ça ». L'eunuque combinait tout ce que Terence faisait de mieux. Des personnages complexes et mémorables, des dialogues brillants et naturels, une intrigue qui mélange comédie et critique sociale, des thèmes qui questionnent les conventions romaines. Et encore une fois, il avait utilisé la contamination, en mélangeant des éléments de 2 pièces grecques de Ménandre, l'eunuque et le flatteur. Les puristes ont encore crié au scandale, mais le public a applaudi debout. Musique émotionnelle et inspirante. La naissance d'un nouveau genre. Ce que Terence a créé va beaucoup plus loin que 6 pièces de théâtre. Il a inventé un nouveau genre, la comédie de mœurs. Qu'est-ce que c'est ? Une comédie qui ne se contente pas de faire rire, une comédie qui observe la société, qui critique les comportements, qui révèle les hypocrisies. Avant Terence, la comédie romaine se moquait des gens de façon grossière.
Après Terence, la comédie devenait un miroir de la société. Il se moquait de l'élite romaine, leur obsession pour l'apparence, leur hypocrisie morale, leur autoritarisme parental. Il explorait les relations humaines, l'amour, l'amitié, la famille, la loyauté, le pardon. Il posait des questions difficiles. Qu'est-ce qu'un bon père? Comment devrait-on traiter les esclaves? Quelle est la différence entre la justice et la vengeance? Peut-on vraiment connaître quelqu'un? Ces thèmes résonnent encore aujourd'hui, parce que Terence ne parlait pas de la Rome antique, il parlait de la nature humaine. Et la nature humaine ne change pas. Le style qui est devenu la norme. Mais au-delà des thèmes, il y avait le style. Le latin de Terence était pur, élégant, cristallin. Pas de mots vulgaires, pas de langage grossier, pas de phrases compliquées pour impressionner. Juste la perfection. Ses phrases coulaient naturellement, ses dialogues sonnaient comme de vraies conversations. Ses mots étaient simples mais profonds. Les Romains cultivés l'ont remarqué, les professeurs l'ont remarqué, les grammairiens l'ont remarqué. Et ils ont dit « Voilà à quoi devrait ressembler le latin parfait ». Pendant des siècles après la mort de Terence, ces pièces ont été copiées, étudiées, mémorisées. Quand les enfants romains apprenaient le latin, ils lisaient Terence. Quand les érudits médiévaux enseignaient la grammaire, ils utilisaient Terence. Quand les humanistes de la Renaissance redécouvraient les classiques, ils célébraient Terence. Un ancien esclave africain est devenu la référence du latin classique. Laissez ça imprégner votre esprit. Les attaques ne s'arrêtent jamais. Mais le succès attire toujours la jalousie. Lucius Lanovinus, un dramaturge rival, a continué à l'attaquer publiquement. Il l'accusait de contaminer les chefs-d'œuvre grecs. Il l'accusait de voler des scènes à d'autres auteurs. Il l'accusait d'être un imposteur. Et voici l'accusation la plus vicieuse: Terence ne peut pas avoir écrit ça. C'est impossible. Quelqu'un d'autre écrit pour lui. Des rumeurs circulaient que Scipion l'Africain le Jeune ou Gaius Laelius, deux nobles romains puissants, étaient les vrais auteurs, que Terence n'était qu'un prête-nom, qu'un Africain, un ancien esclave, ne pouvait jamais être aussi talentueux. Imaginez l'insulte. Même au sommet de sa gloire, même après avoir prouvé son génie encore et encore, on lui refusait le crédit de son propre travail. Comment a Terence répondu ? Avec élégance, avec dignité, avec ironie. Dans le prologue de Les Adelphes, il a écrit quelque chose de brillant. Il a reconnu les rumeurs, mais au lieu de les nier, il les a retournées. Il a essentiellement dit « Si de grands hommes veulent être associés à mon travail, c'est un honneur, mais que ce soit clair, ces mots sont les miens. » Il n'a pas supplié, il n'a pas argumenté, il a juste laissé son travail parler. Et l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, personne ne se souvient de Lucius Lanovinus. Personne ne lit ses pièces. Personne ne connaît même ses œuvres. Mais Terence est immortel. L'immortalité à travers les âges. 6 pièces, 6 ans, une vie brève, mais un héritage éternel. Quand l'Empire romain est tombé en 476 après Jésus-Christ, la plupart de la littérature romaine a disparu. Des milliers d'œuvres perdues, oubliées, effacées. Mais pas Terence. Les moines chrétiens du Moyen-Âge ont copié ses œuvres, encore et encore. Pourquoi ? Parce que son latin était parfait. Parce que ses thèmes moraux étaient universels. Pendant la Renaissance, quand l'Europe a redécouvert les classiques, Terence était là. Dante l'a mentionné. Pétrarque l'a admiré. Erasme l'a étudié. Shakespeare a été influencé par sa structure dramatique. Molière a puisé dans ses comédies de mœurs. En XVIIIe siècle, les pères fondateurs américains lisaient Terence. John Adams, le deuxième président des États-Unis, a écrit dans ses journaux qu'il étudiait Terence pour améliorer son latin et comprendre la nature humaine. Thomas Jefferson avait les œuvres complètes de Terence dans sa bibliothèque. Au XXe siècle, l'auteur américain Thornton Wilder a reconnu l'influence de Terence sur son travail. Un Africain réduit en esclavage en 170 avant Jésus-Christ a influencé des présidents américains 2000 ans plus tard.
Un homme dont le nom d'origine a été effacé est devenu lecture obligatoire dans les universités du monde entier. Un ancien esclave a survécu à l'empire qui l'a asservi. Voilà le pouvoir des mots. Voilà le pouvoir de l'intelligence. Voilà le pouvoir du génie africain. La disparition mystérieuse. En 159 avant Jésus-Christ, au sommet de sa gloire, Terence a décidé de voyager en Grèce. Pourquoi ? Peut-être pour étudier davantage le théâtre grec, peut-être pour trouver de nouvelles inspirations, peut-être pour fuir la jalousie et les attaques constantes de Rome. Il est parti. Et il n'est jamais revenu. Certains disent qu'il est mort en mer lors du voyage de retour, naufrage, tempête, disparition dans les vagues. D'autres disent qu'il est mort de maladie en Grèce. D'autres encore murmurent qu'il a simplement choisi de ne jamais retourner à Rome, qu'il a trouvé la paix ailleurs, qu'il a vécu ces dernières années loin de l'envie, de la haine, des attaques. La vérité ? Nous ne le saurons jamais. Son âge exact à sa mort ? Inconnu. Son lieu de sépulture ? Perdu dans le temps. Son nom de naissance africain ? Effacé pour toujours. Mais voici ce que nous savons avec certitude. Ces mots ont survécu. Ces pièces ont traversé 2000 ans. Son génie n'a jamais été oublié. Les empires tombent. Les rois meurent. Les conquérants sont oubliés. Mais les mots sont immortels. Et l'incitation la plus célèbre de Terence : « Je suis être humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », elle résonne encore aujourd'hui. Un siècle plus tard, le philosophe romain Sénèque a cité Terence. Diget et d'autres écrivains des Lumières français ont répété cette phrase. La Révolution américaine en a été inspirée. Et les Nations Unies en ont fait leur devise. Chaque fois que vous entendez quelqu'un parler d'humanité commune, que vous parliez de droits humains, d'empathie ou de solidarité, vous répétez les mots d'un esclave africain. L'estampille d'immortalité. Tout se fait artistiquement parfait. La louange de la parfaite forme. La beauté échappe au temps et à la nature. Le temps a tout détruit. Les orchestres s'éteignent. Les œuvres d'art sombres sont terrifiantes. Ce que Terence nous enseigne aujourd'hui. L'histoire de Terence n'est pas juste une belle histoire du passé. C'est un message pour aujourd'hui. Pour chaque Africain qui se sent sous-estimé. Pour chaque personne qu'on a dit pas assez bien. Pour chaque rêveur qu'on a tenté de réduire au silence. La victoire, le triomphe du génie africain. De la pièce au chef-d'œuvre. Le métier de la comédie. Créateur d'humour. Terence nous dit « Votre origine ne définit pas votre potentiel. Vos chaînes, littérales ou métaphoriques, ne peuvent pas emprisonner votre esprit. Votre génie va briller, peu importe combien essaie de l'étouffer. » Rome a essayé d'effacer son nom. Il est devenu immortel. Rome a essayé de le garder comme esclave. Il a conquis leur scène. Rome a douté de son talent. Il est devenu leur standard de perfection. L'Afrique a toujours produit des génies, même quand le monde ne voulait pas les voir, même quand le monde refusait de les reconnaître, même quand le monde tentait de les effacer. Le génie africain n'a pas commencé avec la décolonisation, il n'a pas commencé avec l'indépendance, il n'a pas commencé au XXe siècle. Il a toujours été là, dans les bibliothèques d'Alexandrie, dans les universités de Tombouctou, dans les royaumes du Ghana, du Mali, de Songhai, dans les palais d'Éthiopie, et même dans les chaînes de Rome. Terence nous le rappelle, l'excellence africaine est éternelle. 6 pièces, 6 ans, un héritage infini. Voilà l'histoire de Terentius Publius Afer, l'Africain qui a changé Rome, l'esclave qui est devenu légende, l'homme sans nom qui a conquis l'éternité.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'Afrique a toujours brillé même dans les ténèbres les plus profondes, si elle vous a inspiré à poursuivre votre propre excellence, peu importe ce que le monde dit, alors abonnez-vous à Lumière Noire, activez la cloche, partagez cette histoire et likez cette vidéo pour que plus de jeunes Africains découvrent que le génie africain n'a jamais eu besoin de permission pour exister. Il a juste toujours été là, attendant d'être reconnu. Terence nous l'a prouvé il y a 2000 ans et nous continuons à le prouver aujourd'hui. L'Afrique brille, l'Afrique a toujours brillé. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté, merci de garder ces histoires vivantes. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle histoire puissante, parce que l'histoire africaine est infinie et chaque histoire mérite d'être racontée.